Donc maintenant je prends la parole, rassurez-vous, je ne serai pas très long, une petite dizaine de minutes qui va être concernant voilà, donc ce dont je voulais vous parler en cette fin de matinée, c'était de l'importance d'une mesure fiable de la composition corporelle dans l'établissement d'un plan alimentaire. Vous l'avez tout de suite compris, il est important de bien connaître de quoi nous sommes constitués avant d'envisager une perte de poids, la masse grasse, une augmentation de la masse maigre. Il faut bien connaître cette composition. Alors ici, vous avez la représentation de ce que Ève vous a parlé, c'est-à-dire l'IMC, l'indice de masse corporelle, ou en anglais le BMI, Body Mass Index, qui représente quoi finalement? Qui représente simplement le poids exprimé en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Et bien ces deux individus-ci, à gauche ou à droite, ont exactement le même BMI, donc le même indice de masse corporelle. Et comme vous le voyez, ce n'est pas les deux mêmes gabarits. D'un côté, on a un athlète, et de l'autre côté, on a quelqu'un, bien sûr, qui est en surpoids, voire obèse. Et ces deux personnes ont un indice de masse corporelle au-delà de 30. Et si on suit simplement les recommandations santé, un indice de masse corporelle au-delà de 30, c'est de l'obésité. Et bien sûr, on comprend tout de suite que cet individu qui est à gauche n'est bien sûr pas obèse. Donc, il faut aller plus loin. Il faut comprendre ce qu'il y a là derrière dans la composition corporelle. Les deux grands compartiments sont la masse maigre et la masse grasse. Dans la masse maigre, on comprend l'eau tant extracellulaire qu'intracellulaire, et comme vous voyez, on est composé à peu près de 60% d'eau, même un peu plus, 73% exactement chez l'adulte, de protéines, de minéraux étant bien sûr la grosse partie de notre squelette. Et puis vous avez la masse grasse, qui est en moyenne chez l'adulte, c'est différent entre l'homme et la femme, comme Ève vous l'a montré. On se retrouve avec une masse grasse inférieure chez les sujets masculins par rapport aux sujets féminins, surtout à partir de la puberté. C'est là où la différenciation se fait de manière importante. Et donc elle vous a donné les chiffres. Ces chiffres sont toujours très délicats, parce que comment ont-ils mesuré, par quelle technique de mesure? Et aussi, sachez, parce que parfois il y a des obsessions dans certains sports de perte de la masse grasse, mais c'est parfois, je ne vais pas dire un certain avantage. Dans tout ce qui est sport d'eau, lorsqu'on nage, les nageurs, vous n'allez jamais les avoir avec des masses graisseuses en dessous de 10%. Il n'y a pas d'intérêt, il y a même un intérêt de flottabilité dans ces sports. Donc, si on prend un exemple, ici vous avez un sujet de 70 kg, il va avoir 10 kg de masse grasse, 45 litres d'eau intra- et extracellulaire, 4 kg de minéraux, donc le principal minéraux dont nous sommes constitués, c'est le calcium, on fait plus d'1 kg de calcium, et 11 kg de protéines. Donc, quelles sont les méthodes pour analyser cette composition corporelle? Il y en a diverses, mais les plus utilisées ont été, comme Ève vous l'a dit, les picutanés. Ce sont ce qu'on appelle les deux grandes catégories, des outils de mesure basés sur deux compartiments, c'est-à-dire simplement différencier la masse maigre et la masse grasse. Comme je vous le disais, les techniques de mesure sont picutanée ou bioimpédance électrique. D'autres méthodes existent aussi, ce sont les plus usuelles. Ces méthodes-là sont basées sur un postulat, lequel c'est que la masse maigre contient une quantité d'eau constante. Alors tout de suite, mais vous l'avez compris, les sportifs, ce n'est pas le cas. Monsieur, madame, tout le monde non plus, on a des variations journalières. Mais le sportif, l'entraînement, vous avez vu, on perd 1,5 litre, 2 litres, 3 litres. Et encore, ce que vous ne nous a sans doute pas dit, mais vous l'avez certainement compris aussi, c'est que pendant ces séances d'entraînement, le sportif se réhydrate. On avait fait avec la Fédé d'athlétisme à l'époque, en stage, on avait contrôlé la pesée avant l'entraînement, après l'entraînement, on avait laissé les sportifs boire autant qu'ils le souhaitaient, on avait mesuré s'ils allaient uriner la quantité d'urine qu'ils perdaient. Et malgré une ingestion qui allait pour l'ensemble de ces sportifs-là entre 1 litre et 2 litres pendant la séance d'entraînement, en moyenne, ils perdaient tous encore 1,5 litre.
Donc 1,5 kg, donc 1,5 litre. Donc malgré l'hydratation pendant l'effort, ben, on voit qu'il y a une perte complète, une perte importante d'eau. Donc toutes ces deux grandes techniques sont basées sur le fait que la masse maigre contient une quantité d'eau constante. Et comme je vous le disais, ce n'est pas réellement le cas chez le sportif. Donc les outils les plus couramment utilisés, c'est la bioimpédance électrique, soit monofréquence comme ici, donc c'est celle qui est le plus usuellement utilisée aujourd'hui, à 8 récepteurs, 4 au niveau des pieds, 2 au niveau des mains. Vous avez aussi ces bioimpédances où vous avez uniquement le plateau inférieur, donc le courant ne passera que dans la partie inférieure du corps. Donc ça, c'est lié à un courant électrique, et par des équations, il y a une mesure indirecte de la masse maigre et de la masse grasse. Cet outil-là vous donne en général équations secrètes, on ne les connaît pas. Quand vous rentrez au départ, c'est sédentaire ou sportif. Donc c'est les deux premières choses que vous pouvez faire, c'est rentrer si la personne est sédentaire ou sportive, et puis il vous donnera la masse maigre et la masse grasse. Donc, comme je vous le disais, ces équations ne fonctionnent que si la quantité d'eau, 73%, et de masse maigre sont constantes. Alors aujourd'hui, la littérature nous montre qu'il n'y a pas d'équations qui ont été validées chez les sportifs, ni dans la globalité, et encore moins certainement par catégorie de sport. Il n'y a aucune équation qui a été établie pour l'instant. Et comme je le dis, attention, très très sensible à l'état d'hydratation. Deuxième grand type d'outils de mesure aujourd'hui, ce sont les outils de mesure basés sur plus de 2 compartiments. Alors dans ce cas-là, comme Ève vous l'a montré, le corps est divisé en masse maigre, en masse grasse, mais aussi en masse osseuse, et on peut avoir une différenciation segmentaire, jambes, tronc, bras. Ce sont des techniques qui sont plus fiables et qui sont sensibles aux petits changements. Donc exemple, l'absorption biphotonique, la DEXA. Donc nous utilisons ici au laboratoire et pour le CAPS, la DEXA. Le matériel utilisé, c'est du Prodigy format. L'avantage, c'est que ces outils-là sont précis. On est de l'ordre de 1% de précision. C'est peu opérateur dépendant. La bioimpédance aussi est peu opérateur dépendant. Par contre, les plus cutanés sont très opérateurs dépendants. Ça détermine 3 compartiments, masse osseuse, masse maigre et masse grasse en 6 à 10 minutes en fonction des outils utilisés. Ça peut même aller plus loin. On peut aujourd'hui mesurer aussi la graisse viscérale. Et bien sûr aussi des mesures segmentaires. Donc, comme je vous le disais, importance de la connaissance de la composition corporelle la plus précise possible avant d'établir un plan alimentaire spécifique et l'adapter en fonction des périodes de préparation des compétitions. Donc le rôle d'établir le plan alimentaire et de l'adapter en fonction des périodes et de préparation, les différentes périodes de la compétition, c'est le rôle de nos 3 diététiciens référents du CAPS. Établir au départ la composition corporelle, et ça c'est le service du suivi nutritionnel qui vous permet d'avoir une mesure la plus objective et précise possible. Donc voici quelques données réalisées dans la littérature sur les mesures de pourcentage de graisse par absorption biphotonique. Ici une étude de nos amis français 2009, justement 2007, qui nous montre dans des sports à catégorie de poids, judo, taekwondo, boxe, aviron, haltérophilie, vous avez la moyenne du pourcentage de graisse. Attention, ici c'est un regroupement d'hommes et femmes. Donc vous serez peut-être étonné du pourcentage, mais vous avez ici, il n'y a pas une séparation homme-femme. Vous voyez les écarts. Donc au minimum, je prends le judo, en fonction de la catégorie de poids, vous avez des athlètes masculins qui sont à 5% de graisse, mais alors vous avez des athlètes de catégorie qui sont au-delà de 34%. 34%, on est là sur une partie, un pourcentage de graisse comme ça, très clairement, sur de l'obésité. Et donc là, vous avez les valeurs extrêmes mesurées, les valeurs les plus basses et les valeurs les plus hautes pour ces athlètes de l'INSEE. Autre étude plus récente qui date de 2014, alors là, ça a été catégorisé comme athlète de bon niveau. On n'a pas réellement les performances dans cette étude, donc est-ce que c'est réellement du haut niveau? Mais là, ils ont fait des mesures par pli cutané et par DEXA. Au total, sur 143 femmes et 339 hommes de différentes disciplines sportives.
Et le constat, c'est qu'on se retrouve en moyenne à 14,6 de pourcentage de graisse chez la femme et à 10,9 de pourcentage de graisse chez l'homme. Et donc dans les rapports que je vous rentre, c'est une étude que je vous cite souvent pour essayer d'avoir des normes et que vous puissiez avoir une idée d'où se trouvent vos sportifs par rapport à ces normes établies par Des Santos. Donc ici, on a voulu vraiment essayer de comprendre la différence qu'on pouvait observer lorsqu'on utilisait de la bioimpédance et de la DEXA. Donc on a mené ici avec mes collaborateurs une étude sur la sensibilité de ces deux techniques en, quelque part, déshydratant de manière standardisée nos sujets. Donc c'était des étudiants ici de la Faculté des sciences de la motricité. Ce que nous avions cherché, c'est une perte d'eau de 2% du poids corporel, c'est-à-dire plus ou moins 1,5 litre sur un effort standardisé sur tapis roulant. Donc le but étant, on avait fait une mesure de composition corporelle par bioimpédance et une mesure de composition corporelle par DEXA avant l'effort, effort standardisé en pourcentage du VO2 max, et on arrêtait l'exercice lorsque les sujets avaient atteint 2% de perte de masse corporelle. Alors vous avez les résultats ici. Si j'analyse la masse maigre par DEXA, vous avez en moyenne pour les sujets testés 56 kg de masse maigre au départ, 55 kg à l'arrivée après la perte de 2%. On a une diminution significative de cette masse maigre. C'est logique, c'est dans la masse maigre que se trouve l'eau. Et donc vous voyez ce qu'on appelle l'intervalle de confiance à 95%. Ça allait de moins 2,1 kg à moins 0,5 kg pour l'ensemble des sujets. Donc tous les sujets ont été dans le même sens, avec des différenciations bien sûr, mais tout le monde a perdu de la masse maigre, entre guillemets, mais bien sûr de l'eau, pas du muscle, je vous rassure tout de suite, puisque le but c'était de perdre de l'eau. Si je regarde ce qui se passe par bioimpédance, à monofréquence, je vois qu'au départ les sujets sont très similaires au niveau du poids de la masse maigre, 56,3 par DEXA, 56,6 par bioimpédance, et post-exercice, en moyenne, rien n'a changé. Donc je dis, ça a l'air plus fiable. Non, non. Regardez très clairement. Les sujets vont complètement dans tous les sens. Donc après une déshydratation, ici standardisée, on voit qu'il y a des sujets qui vont jusqu'à 2,9 de perte de kilos et d'autres vont jusqu'à un gain de 2,8 kilos. Bien sûr, ce gain sera compensé par une perte de masse grasse, puisque ça c'est logique. Puisqu'au total, ils ont perdu 2%. Donc ça, c'est sur la masse maigre. Regardons ce qui se passe sur la masse grasse. Donc 18 kg de masse grasse, 18% de masse grasse pour les sujets mesurés en DEXA. Post-déshydratation, pas de changement. Alors les variations, là, vont aussi dans les deux sens, mais de manière pas trop importante, de moins 1% à plus 1,5%. Si j'analyse ce qui se passe par bioimpédance, là, on voit une diminution drastique de la masse grasse de l'ordre de 2,2%. Ça va de moins 5 à 0,9, ce qui est bien sûr impossible. Les sujets n'ont pas perdu de masse grasse en ayant pédalé entre, si j'ai mon souvenir, une trentaine de minutes jusqu'à 45 minutes, si je me souviens bien. Donc voilà. Donc ici, ce que je vais vous présenter, c'est là, on se rend compte que la difficulté, on ne peut pas se fier à la mesure de la bioimpédance pour déterminer la masse maigre et la masse grasse. Et les résultats que je vous présente ici, ce sont les vôtres. C'est-à-dire, c'est Cédric, Laurent et Séverine qui ont mesuré vos sportifs au cours des mois ou des années où vous êtes passés. Donc, ici en bleu, vous avez les hommes, et en mauve, vous avez les femmes. Et pour ces sportifs-là, on a fait les deux. Donc, on leur a d'abord fait une mesure de bioimpédance électrique, et puis, dans les minutes qui ont suivi, on va leur faire une mesure sur DEXA. Dans cette partie gauche du graphique, vous avez le pourcentage de masse grasse. La droite en pointillé vous représente quoi? Vous représente la droite de référence. Ça veut dire que, logiquement, si les deux outils étaient similaires, si je suis à 10% de masse grasse par absorption biphotonique, je devrais à 10% de masse grasse par bioimpédance. La droite qui est représentée en trait plein, ça c'est la droite réelle obtenue. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que pour les sujets qui ont une masse grasse
faible, aux alentours de 10%, mais les points sont très fortement séparés autour de cette droite de référence, autant au-dessus qu'en dessous. Par contre, les sujets qui ont une masse grasse importante, là, on voit vraiment un décalage de la droite. Et donc, on a, autrement dit, une sous-estimation importante de la mesure de la masse grasse par la Tanita pour les sujets qui ont une masse grasse importante au départ. Faisons la même analyse sur la masse maigre. Donc là, c'est exprimé en kilos. Vous avez la droite de référence en pointillé. Vous avez, bien sûr, toujours en mauve, les femmes et les hommes en bleu. Mais là, vous voyez les points inverses. C'est logique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bien sûr, la femme a une masse grasse plus importante que l'homme. Et inversement, l'homme a une masse musculaire plus importante que la femme. Donc on constate que là, les points sont beaucoup plus proches de la ligne, mais on a un décalage, tant pour les masses maigres faibles que pour les masses maigres élevées, on a un décalage de la droite vers le haut. Autrement dit, on a une surestimation de la masse maigre par l'outil Tanita. Donc mon intervention était de dire, attention, il est très important, si vous voulez avoir un contrôle de cette composition corporelle le plus précis et le plus adapté possible, il est vraiment important d'avoir un suivi par mesure d'absorption biphotonique pour que tant Serge, Damien que Charlotte, qui sont nos 3 diététiciens de référent, puissent vous établir un plan alimentaire le plus adéquat et voir l'évolution de ce plan. Donc, l'important, c'est de venir vous faire contrôler, d'établir ce plan alimentaire, d'avoir ce suivi par les diététiciens et d'avoir un contrôle 2 à 3 fois par an par absorption biphotonique s'il y a un réel plan alimentaire qui doit être mis en place. Avoir un contrôle, je dirais, de votre suivi par une bioimpédance, très clairement, n'est pas efficace. Avoir une mesure de vos plis cutanés sur la partie masse grasse peut l'être. Donc si c'est simplement une évolution de la masse grasse que vous souhaitez, par les formules établies, et à partir du moment où vous allez toujours chez les mêmes diététiciens, vous aurez l'évolution de votre masse grasse uniquement, basée sur des formules, mais vous n'aurez probablement pas la mesure réelle, ça dépend de ce que vous recherchez. Donc, quelles sont les conclusions et les recommandations? La mesure de la composition corporelle du sportif par bioimpédance n'est pas fiable dans le cadre d'un suivi diététique. Et je vous cite l'étude de 2013 ici, qui l'a montré. La mesure de la composition corporelle du sportif par DEXA est celle actuellement recommandée. Santos et collaborateurs 2010 qui ont utilisé ça sur des judokas. Donc les recommandations sont aujourd'hui favoriser la prise de mesure au même moment de la journée avec un taux d'hydratation standardisé. Je pense que Eve vous l'a expliqué. C'est sûr que l'idéal c'est d'avoir une méthodologie bien précise quand vous voulez faire ces tests. Je pense que c'est très difficile pour les sportifs, donc essayez dans la mesure du possible de venir au même moment de la journée lorsque vous faites tester, c'est-à-dire c'est ce que je suis venu un matin vers 10-11 heures, essayez de respecter cette méthodologie et pas de venir une fois le soir, une fois le matin, venir dans un état d'hydratation standardisé et aussi au même moment, plus ou moins, par rapport à votre ingurgitation de repas pour limiter au maximum ces modifications. Voilà, je ne serai pas plus long. Et je retiens à remercier ici mes collaborateurs pour les travaux où ils m'aident, c'est-à-dire Julie, Séverine, Cédric et Marguerite. Merci.